Menace qu'il faut que l'on conjure, qu'on fasse reculer dans les 8 jours qui viennent. Vous écoutez RFI, 20h45. Vivez le premier tour des élections législatives françaises sur RFI. Philippe Le Catelin. Voici les principaux chiffres de ce premier jour de vote dans ces législatives anticipées. D'abord les pourcentages en voix avec à la première place le Rassemblement national 34%, derrière un nouveau Front populaire environ 28% et la majorité présidentielle ensemble 20,3%. Ce qui donnerait en projection de sièges, sachant que la majorité absolue est à 289 sièges, le RN entre 230 et 280, le nouveau Front populaire entre 125 à 165 et ensemble entre 70 à 100 sièges. Ce qui donnerait pour l'instant et pour Ipsos 65 à 85 députés élus dès aujourd'hui. Pour celle du deuxième tour, il y aurait entre 150 Bonsoir. Vous êtes député sortant Renaissance dans le Val-de-Marne, candidat à votre propre succession. Est-ce que vous avez vous-même des chiffres concernant votre présentation au suffrage universel? Autrement dit, est-ce que vous avez un deuxième tour ou pas? Ah non, ça je ne sais pas. Nous parlons, sont un peu dépouillés. Vous savez, les bureaux de vote ont fermé à 20h. La participation a été énorme, ce qui est la bonne nouvelle de la soirée. Et donc les résultats vont tomber tard. Là, je n'ai absolument aucune indication sur mes circonscriptions. Donc, c'est parti, vous présentez sur l'étiquette ensemble, donc la majorité présidentielle, seulement 20% des voix. Est-ce que c'est clairement un vote anti-Macron aujourd'hui? Ah, c'est un vote sanction, c'est clairement calme. Vous expliquez comment? C'est par le fait que nous avons échoué sur un certain nombre de promesses de médecins qui n'ont pas été tenues. Je ne pourrais pas vous dire ce soir l'analyse qui devrait être faite de ces législatives. Là, on est vraiment à chaud. Moi, ce que je comprends ce soir, c'est qu'il y a un risque de majorité absolue à l'extrême droite. Je pense que la semaine qui s'annonce peut encore faire bouger beaucoup de lignes, parce qu'il y a énormément de triangulaires qui sont annoncés. Donc, avec des situations locales incomparables, il va y avoir des triangulaires qui vont être maintenus. Je pense pas mal de désistements, donc il ne faut pas savoir ce que va être la configuration. Quant à savoir ce vote sanction, vous en connaissez plein de motifs aussi bien que moi. Je pense qu'il y a, pour ma part, ce que je dit depuis des années, c'est qu'il y a un échec du Parlement vis-à-vis de l'exécutif. Il y a un déséquilibre des pouvoirs et en réalité, la vie politique ne se fait pas suffisamment au Parlement. Donc, je considère que les législatives sont une occasion d'avoir un Parlement qui reprend la main, comme c'est prévu dans les institutions, sur le gouvernement. Frédéric de Crozeille, depuis 2 semaines, vous faites campagne sur les marchés à Créteil, à Saint-Maur-des-Fossés ou encore à Champigny. Est-ce que vous avez entendu les gens vous dire il faut que le président se taise? On l'a souvent entendu par ailleurs dans la voix d'autres ténors politiques. Mais paradoxalement, je vous dirais que de toutes les campagnes que j'ai connues, je ne parle pas seulement de celles où j'étais candidat à la députation, de toutes les campagnes que j'ai connues, c'est une des plus apaisées en fait, une des moins agressives. Moi j'ai senti énormément de gens qui avaient besoin de parler et qui... j'ai connu des ambiances beaucoup plus tendues, avec des manifestations d'hostilité beaucoup plus vives. Là, moi j'ai eu le sentiment que tout le monde avait pris un coup sur la tête avec cette dissolution et qu'il y avait une volonté de parler. Et la participation très très forte est très rassurante sur la vitalité de notre démocratie. Le président de la République a promis la plus grande clarté sur l'attitude à suivre dans l'entre-deux tours. Une annonce doit être faite ce soir. Vous attendez à ce qu'il appelle à faire quoi? Non, je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place. Là-dessus, je ne peux pas vous donner d'informations sur ce que sera une consigne générale. Je crois que chacun prendra ses responsabilités avec des situations, encore une fois, qui sont très très différentes et difficilement comparables. Donc là-dessus, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que dans les cas triangulaires, et notamment avec un RN en tête,
ça me paraît assez clair qu'il devrait y avoir des désistements. Mais je ne veux pas parler au nom de mes collègues et certainement pas... Une question de Valérie Gasse. Monsieur de Crozaille, mais sans parler en général, vous feriez quoi si vous êtes confronté à une triangulaire où le RN risque de passer? Jean-Luc Mélenchon a dit il y a quelques minutes que tous les candidats du nouveau Front populaire se désisteront s'ils ont en troisième position dans le cas d'une triangulaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire la même chose dans l'ex-majorité, le camp Macron? Alors, ce que je vais vous dire là n'est pas un indicateur de ce qui va se passer sur ma circonscription, parce qu'encore une fois, je n'ai pas les résultats et c'est vraiment incertain. Mais ce que je vous dis, c'est que si je me retrouve troisième face à rampe assez élevée, il y a une forte participation, donc c'est possible. Si je suis troisième avec un candidat RN qui passe, c'est évident que je me désisterai. Ça, je n'hésiterai pas. Et si la consigne n'est pas la même au niveau national, vous ne la respecterez pas? Je prendrai ma responsabilité. Je ne vais pas attendre de savoir ce qu'est la consigne. Là-dessus, j'irai en amont. Vous parlez du RN. Nous sommes justement en ligne avec Jean-Paul Garot, qui est député européen, élu sous l'étiquette Rassemblement National le 9 juin. Et vous êtes président du groupe RN au Parlement européen. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Quand vous entendez ce qui a été dit à l'instant, vous vous attendez à ce qu'il y ait, une union sacrée contre les candidats RN au deuxième tour, quand qu'il s'agisse de duel ou de triangulaire? Mais je crois que tous les masques vont tomber. Ce que nous disons depuis longtemps, les Français s'en aperçoivent, c'est-à-dire que la seule véritable opposition, effectivement, c'est la nôtre, et qu'actuellement, nous sommes la France est face à une menace qui est tout à fait certaine, c'est celle de l'extrême gauche, puisqu'on a bien vu de par les déclarations de M. Mélenchon, qui se situe au devant donc de cette extrême gauche, qu'il veut très certainement devenir Premier ministre, avoir une majorité, et quand il fait sous l'apparence une fausse générosité en disant qu'il est prêt à se désister s'il est en troisième position, disons, face à un candidat RN qui peut l'emporter, eh bien c'est un marché de dupes en réalité, puisque M. Mélenchon est titulaire, entre guillemets, de bon nombre de circonscriptions, beaucoup plus que les macronistes, et en fait, il arrive devant, très souvent, majoritairement d'ailleurs, devant des macronistes. Donc en réalité, il indique qu'il va se désister, mais il n'est pas en situation de se désister, puisqu'il est devant les macronistes les trois quarts du temps, si je puis m'exprimer ainsi. Donc la réalité, les Français, maintenant, ils ont devant leurs yeux. Ils ont voté massivement, c'est effectivement historique, ils ont compris qui s'exprimait pour la France. J'ai évidemment particulièrement remarqué le discours de Jordan Bardella, un vrai discours de Premier ministre, quelqu'un qui a parlé de la France. Alors que tous ceux qui se sont exprimés, donc j'entendais tous les autres ténors, si je puis dire, s'exprimer comme Édouard Philippe, ils ont parlé surtout des calculs politiciens. Ils n'ont pas parlé du pays et de ce qu'il faut faire pour le pays. Faisons quand même un petit peu de calcul, Jean-Paul Garot. C'est pas parce qu'on est arrivé en tête au premier tour qu'on est élu au deuxième. Parce qu'il y a des reports de voix, il y a des coalitions, il y a peut-être un arc républicain, on verra ça ce soir. Est-ce que vous avez une réserve de voix? Tout à l'heure, on entendait Jean-Yves Camus nous dire Reconquête sont éliminés, donc vous ne pouvez pas compter là-dessus. Sur quoi vous pouvez espérer pour transformer l'essai, on va dire, dimanche prochain? Et sur qui? Écoutez, on peut d'abord penser que de nombreux abstentionnistes vont aussi rejoindre les rangs. Il y a aussi, bien entendu, moi-même, je viens de l'ancienne UMP, RPR, UMP et OLR. Je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai bien vu l'évolution qui était celle effectivement de la suite des LR, quoi. Eh bien, moi j'en appelle, naturellement, à ceux des LR qui n'ont pas encore rejoint Éric Ciotti et nous-mêmes. Ils ont une grosse responsabilité. J'essaie de me mettre à leur place. Est-ce que ces LR vont rejoindre donc un camp macroniste prêt à s'allier avec l'extrême gauche? C'est pas raisonnable. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure sur RFI, LR ne donne pas de consigne de vote pour le second tour. LR ne donne pas de consigne de vote. Ils pourraient en donner une, s'ils étaient un peu plus courageux. Celle de nous rejoindre. Parce que là, on parle de l'avenir de la France. Et le danger est quand même réel par rapport à l'extrême gauche qui est effectivement prête à utiliser tous les moyens pour arriver au pouvoir. Vous savez, l'extrême gauche ayant investi des candidats comme on les connaît
antisémites, fichés S, notamment, ou des gens qui sont prêts à prôner la révolution, qui veulent désarmer la police, qui ont des slogans ignobles concernant la police, je pense qu'il est temps que les Français se mobilisent encore davantage, parce qu'effectivement, vous avez raison, ce n'est pas gagné pour le second tour. Jean-Paul Garot, député européen RN, je vous propose d'écouter une question, pas un commentaire, mais une question cette fois de Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir Monsieur le député. Quelle est d'après vous la proportion d'électeurs LR qui suivent encore les consignes ou les non-consignes de vote de l'appareil? Quelle est d'après vous la proportion d'électeurs LR qui au second tour a déjà fait dans sa tête le choix de basculer vers les candidats RN là où ils sont présents? Moi je crois que effectivement vous avez raison. Sur le terrain, les choses ne sont pas du tout comme les classiques LR nous l'ont montré lors de cette dispute qu'il y a eu, récente, qui ne fait pas honneur, je dirais, à ceux des LR qui sont sincères, qui ont une histoire de gaullistes principalement avec eux. À tout cela, naturellement, ils vont venir vers nous, ils n'ont pas besoin de consigne de vote. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Sur le terrain, j'en rencontre énormément. Donc je pense que maintenant qu'ils vont être confrontés à un choix évidemment vital pour l'avenir du pays, ils ne peuvent pas se rapprocher de candidats qui pactisent, excusez-moi du terme, avec le diable. Erwan Lesrohan, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice? Oui, parce que on a testé nous des intentions de report de vote des électeurs, soit en cas de triangulaire, soit en cas de duel. Ce qu'on observe, c'est que les électeurs LR, dans un duel entre le nouveau Front Populaire et le RN, ils choisissent beaucoup plus fortement le RN. Mais dans un duel entre la majorité présidentielle et le RN, les électeurs LR choisissent plus la majorité présidentielle. Donc ça fait partie aussi des éléments à avoir en tête. Ils sont écartelés, il y en a une partie qui penche vers le RN et une autre vers la majorité présidentielle, mais il y a quand même une préférence pour la majorité présidentielle, sachant que ce sont des rapports de force nationaux. On peut imaginer que dans le sud-est de la France, un électeur LR penche plus vers le Rassemblement national et que dans l'ouest de la France, un électeur LR penche plus vers la majorité présidentielle. C'est pourquoi, on le répète encore, mais c'est 577 élections, il va y avoir du cas par cas territorial et les républicains du sud de la France ne sont pas ceux de l'ouest, mais ça va être des éléments à scruter parce que cette question des réserves de voix, quand il y a 300 triangulaires, elle est fondamentale. Valérie Gasse, Oui, non, juste pour dire qu'en effet, cette alliance avec Éric Ciotti au premier tour, une partie des LR, se pose la question pour le Rassemblement national, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait le plein de ce côté-là de l'échiquier politique? Et en effet, est-ce qu'il y a encore du report à aller chercher de manière significative? En tout cas, pour ce qui est de la circonscription où se présente le chef du Parti communiste Fabien Roussel, eh bien c'est le RN, Guillaume Florquin, qui serait élu. Il aurait 49,93% des voix, alors que la totalité, il reste encore 5% des bulletins à dépouiller, ce qui veut dire que Fabien Roussel, avec 31,40%, pourrait être éliminé dès le premier tour. Bien évidemment, tout cela évolue au fil de la soirée. Autre prise de position, celle de l'ancien Premier ministre, qui est Édouard Philippe, et qui est le patron du parti Horizon. Nous laisse à penser que la polarisation du débat public pourrait conduire à une opposition frontale entre les extrêmes. Rien de bon n'en sortirait, ni pour le débat public, ni pour la démocratie, ni pour la France. Pour le second tour, j'appelle à voter, bien entendu, pour les candidats Horizon, Renaissance et Modem qui demeurent en lice. À défaut, lorsqu'ils sont opposés aux extrêmes, j'appelle à voter pour ceux qui, de la gauche social-démocrate, écologiste et communiste, à la droite libérale et conservatrice, au-delà de différences réelles et assumées, ont en commun l'attachement à la liberté, à l'ordre dans les comptes publics et dans la rue, au respect de l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à la conviction que l'Union européenne est une partie de la solution et non un problème, à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'islam radical, à la protection de la planète, au respect de la science, à la quête d'une croissance juste dans le respect de la valeur travail. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national.
élections législatives françaises. Philippe Le Caplin. Et avant de retrouver nos envoyés spéciaux, nos analystes, nos commentateurs, eh bien un tour complet de l'actualité internationale avec vous, Nemo Apis. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Autre scrutin que l'on suit sur la radio du Monde, la présidentielle en Mauritanie, c'est le chef de l'État sortant, Mohamed Chouould Cher El Razouani, crédité d'environ 55% des voix, qui est en tête après le dépouillement d'environ 90% des suffrages exprimés. Son principal opposant, Biramda Abeid, dit déjà qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Nous sommes à Nouakchott dans une demi-heure pour un point sur l'actualité africaine. L'ouragan Beryl qui se dirige tout droit vers les îles du sud-est des Caraïbes, fixé en catégorie 3 ce dimanche, est finalement passé en catégorie 4 en fin d'après-midi. Il a été qualifié d'extrêmement dangereux par le Centre national des ouragans de Miami. Les vents approchent désormais les 210 km/h et présentent des dangers potentiellement mortels selon la même source, notamment pour les îles du Vent en Polynésie française où la tempête est attendue demain matin. En Ukraine, une frappe russe a touché un bureau de poste de Kharkiv, la deuxième ville du pays, ce dimanche. Selon les autorités locales, une personne a été tuée, 9 autres blessés, alors que le gouverneur de la région de Zaporizhia annonçait hier une journée de deuil après une attaque sur la localité de Vilniansk qui a fait 7 morts, dont 3 enfants et une femme. Près de 40 personnes ont également été blessées selon le ministère de l'Intérieur. Hier toujours, 3 autres personnes décédées après des frappes sur des villages de la région de Donetsk. Un bilan alourdi en Turquie après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant de la ville de Torbali dans l'ouest du pays. Ali Yerlikaya, le ministre de l'Intérieur, évoque désormais 5 morts et près d'une 60aine d'autres blessés. La détonation a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde selon l'agence de presse officielle Anadolu. En France, 3 personnes décédées dans le crash de leur avion de tourisme. L'appareil s'est écrasé sur l'autoroute A4 sur la commune de Noisiel. Selon une source policière, l'accident se serait produit après un contact entre l'avion et une ligne à haute tension. Aucun véhicule n'a été touché. L'autoroute, elle, a été bloquée dans les deux sens. Et puis un mot de sport, de cyclisme. D'abord, Tadej Pogačar, déjà en jaune sur le Tour de France. Après seulement 2 étapes, le Slovène s'est emparé de la place de leader du classement général. Une seule journée en jaune donc pour le Français Romain Bardet. Et c'est un autre Français qui s'est imposé ce dimanche en Italie, Kevin Vauquelin. Les coureurs sont arrivés à Bologne. Du football également ce soir avec la suite des 8e de finale de l'Euro 2024. La qualification il y a quelques minutes de l'Angleterre, 2-1 face à la Slovaquie après prolongation. L'autre rencontre de la soirée oppose l'Espagne à la surprise de la compétition, la Géorgie à Cologne. Le match vient de démarrer. 21h03 ici à Paris, la suite de notre édition spéciale avec vous, Philippe Le Caplin, Valérie Gasse et vos invités. Oui, et pour ce qui est de l'actualité en France, elle est dominée bien sûr par ce premier tour des élections législatives anticipées. 65 à 85 élus dès le premier tour. Et parmi eux, Juliette Petriaszewski, Marine Le Pen. Effectivement, Marine Le Pen a été réélue dans sa circonscription dès le premier tour. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez est en tête dans son fief de Haute-Loire avec 36% selon des résultats partiels. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin arrive en tête de sa circonscription avec plus de 44% des voix. Fabien Roussel du PCF annonce avoir été battu dans sa circonscription par le candidat du RN. À gauche, toujours François Ruffin n'arrive pas en première mais deuxième position dans sa circonscription avec 27,3% des suffrages. Et puis François Hollande arrive lui en tête dans sa circonscription pour ce premier tour. Du côté des déclarations, le deuxième tour des législatives sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République, a déclaré Jordan Bardella, qui entend être le Premier ministre de tous les Français en cas de victoire le 7 juillet. Emmanuel Macron appelle à un rassemblement face au RN. Pour le président de la République, la participation élevée de ce soir montre une volonté de clarifier la situation politique. Nous avons 7 jours pour éviter à la France une catastrophe, a déclaré de son côté Raphaël Glucksmann, qui appelle à barrer la route à l'extrême droite à tout prix. Édouard Philippe appelle quant à lui les candidats à Horizon arrivés 3e à se retirer pour éviter l'élection des députés du RN ou de LFI. Réaction chez LFI, Manuel Bompard qui a réagi aux propos du maire du Havre.
Havre. Mettre sur le même plan le RN et LFI est inacceptable et insupportable. Fin de citation. Et tout cela est la conséquence des estimations de vote et des premiers résultats. Alors selon nos estimations Ipsos, le RN et ses alliés obtiendraient 34% des voix, le nouveau Front Populaire 28,1% et la majorité 20,3%. Juliette Pietraszewski sur RFI. Le premier tour des élections législatives françaises. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du nouveau Front Populaire, sénateur de Paris. Votre réaction ce soir à l'annonce donc du résultat du nouveau Front Populaire, va y arriver 28,1%. C'est une déception pour vous? En tout cas, je ne pense pas que l'heure soit à commenter les résultats d'un camp. Le seul sujet pour moi, c'est comment on fait en sorte de battre l'extrême droite dimanche prochain. Il faut regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est qu'il y a une forte probabilité que l'extrême droite, dimanche prochain, ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc je pense que tout, absolument tout, doit être fait pour éviter ce péril qui est devant nous. Parce que l'extrême droite, demain, ce sera le chaos, ce sera des Français montés les uns contre les autres. On l'a encore vu récemment avec la polémique qui a été lancée par le RN sur la question des binationaux. Je ne veux pas de cela pour la France. Et donc, il faut absolument tout faire pour éviter une victoire de l'extrême droite dimanche prochain. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à ce qui a été dit durant 15 jours de campagne électorale? D'abord, il y a des décisions très concrètes qui vont être prises, notamment des désistements républicains visant à faire en sorte qu'on maximise les possibilités de victoire dans chaque circonscription face à l'extrême droite. Et je pense que les Français doivent regarder de plus près ce que contient le programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, ce que propose M. Bardella, il a d'ailleurs fini par l'avouer lors d'un débat sur TF1, c'est la retraite à 66 ans. Voilà des gens qui passent leur temps à expliquer qu'ils défendent les familles modestes, qu'ils défendent le peuple et qui, en réalité, nous proposent la retraite à 66 ans. Ce sera au fond Macron en pire, le racisme en plus. Eh bien, je pense que si on ne veut pas de cette perspective pour la France, il faut se mobiliser, nombreux, et faire barrage à l'extrême droite. À la fois, il faut encore plus de participation, et puis il faut qu'il y ait de bons records dans chaque circonscription pour éviter la victoire des candidats du Rassemblement national. Est-ce que la gauche et le nouveau Front Populaire entend continuer à installer dans la campagne électorale la situation au Proche-Orient, l'antisémitisme? Tout à l'heure, on voyait et on écoutait Jean-Luc Mélenchon. Il avait à côté de lui Ryan Hassan, qui est cette députée pro-palestinienne. Est-ce que là-dessus, vous allez continuer ou vous allez changer d'orientation pour espérer écarter finalement ces propos qui peuvent être repoussoirs et qui peuvent desservir votre parti, votre coalition? Je pense que ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la France. Le sujet, c'est quelle France on veut demain. Est-ce qu'on veut une France fidèle à ses valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, ou est-ce qu'on veut pour la France un projet, celui de l'extrême droite, qui prône la préférence nationale, qui monte les Français contre les étrangers, qui parmi les Français distingue ceux qui ont une nationalité de ceux qui sont binationaux. Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Je le dis très clairement non, et pour moi, c'est ça le sujet fondamental que les Français devront trancher dimanche prochain par leur bulletin de vote, et je les invite vraiment à utiliser le bulletin de vote dans leur circonscription le plus efficace pour battre l'extrême droite et éviter ce projet funeste pour notre pays. Ça n'est pas ça la France. La France, c'est pas des Français qui se détestent et qui se regardent en chien de faïence. La France, c'est une nation qui est fondée sur le principe d'égalité des citoyens. Yann Brossat, une question de Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Oui, monsieur Brossat, donc vous avez compris que vous ne pourriez pas avoir vous-même gagné ces élections législatives. Que pensez-vous de ce qui semble se présager? Édouard Philippe en a déjà parlé, mais il y aura des consignes de vote d'ensemble pour la République qui consisteront à se désister en cas de triangulaire, mais seulement si les candidats qui arrivent en deuxième position, c'est-à-dire généralement les candidats du nouveau Front Populaire, sont issus des écologistes ou des socialistes, et excluant LFI. Je pense que tout ça n'est pas très digne. D'ailleurs, Édouard Philippe, par le passé, nous a habitués à des réflexes républicains plus solides. Mesurons le danger que nous avons face à nous. Le danger,
c'est une victoire de l'extrême droite. Et j'invite quand même les macronistes à regarder ce que nous avons été capables de faire à 2 reprises à l'élection présidentielle. Si Macron a été élu face à Madame Le Pen, c'est parce que des électeurs de gauche ont décidé de jeter dans l'urne un bulletin Macron, alors même que nous avions de très grandes divergences avec ce qu'il proposait. Mais nous avions une boussole républicaine. Eh bien, je crois que les macronistes aujourd'hui doivent retrouver leur boussole républicaine et faire ce que nous allons faire, nous, c'est-à-dire prendre nos responsabilités face à l'extrême droite partout. Yann Brossat, porte-parole du nouveau Front Populaire et sénateur de Paris, merci d'avoir été en direct dans cette édition spéciale sur Radio France Internationale. Puisqu'on parle du NFP, sachez que François Ruffin de LFI annonce être arrivé 2e derrière le Rassemblement National dans la Somme. Et Aurélien de Vernois, vous êtes au quartier général de la France Insoumise. J'évoquais le sort de Fabien Roussel, le chef du Parti communiste tout à l'heure. Vous avez une confirmation ? Oui, Fabien Roussel a confirmé qu'il était battu dès le premier tour, c'est-à-dire que son adversaire Guillaume Florquin du Rassemblement National est élu à l'Assemblée nationale dès le premier tour, ce qui est évidemment un cataclysme pour le patron du Parti communiste, pour le Parti communiste en entier, et qui pose la question désormais d'un certain nombre de cas similaires. En fait, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas les résultats des grandes villes, mais globalement les candidats, les figures du nouveau Front Populaire dans les zones semi-rurales, périphériques, etc., sont globalement balayés par la vague Rassemblement National. Alors François Ruffin s'en sort, mais très difficilement. Il a 18 points de retard. Imaginez, ça va être très 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 compliqué à rattraper au second tour. Même François Hollande, dans son fief de Corrèze, n'a que finalement très peu d'avance sur la candidate du RN, 6%, avec le risque d'une triangulaire qui pourrait être également compliquée. Donc c'est vraiment très très rude. Alors c'est vrai que pour les insoumis c'est un peu moins le cas, parce que la plupart des figures insoumises sont plutôt élues dans les grandes villes, dont on attend les résultats, mais qui a priori devraient être assez positives pour ces élus. Mais en tout cas, la situation est quand même grave ici du côté du nouveau Front Populaire, avec une dynamique qui n'est pour l'instant, ça peut changer durant la semaine qui vient, mais qui n'est pour l'instant pas vraiment en faveur de l'Alliance de la gauche et des écologistes. Justement, Erwan Lesserand, vous êtes, je rappelle, un directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Ça fait un peu plus d'1 heure maintenant qu'on a les tendances et de premières projections. Concernant la gauche et le nouveau Front Populaire, est-ce que vous parleriez de performance ou de contre-performance ? Alors, c'est pas une contre-performance, parce que en réalité, les listes de la NUPES avaient recueilli 26% des voix aux législatives de 2022. C'est une performance qui est donc 2 points au-dessus du niveau de 2022, ce qui est quand même une performance assez satisfaisante si on se place à l'aune des affres de la NUPES depuis 2 ans. Donc c'est quand même bien de se maintenir dans les urnes, alors que le mariage heureux n'était pas une garantie à la formation du nouveau Front Populaire. Maintenant, le petit écueil pour tout ça, c'est qu'il y a quand même une petite remontée du bloc ensemble qui est pas si loin de ces 25% de 2022, et peut-être que les candidats du nouveau Front Populaire arrivent plus souvent 3e que 2e dans leur prévision initiale. Reste à savoir maintenant, vu que LFI fait plus figure de repousseur, on le voit d'ailleurs nous dans les rapports de force pour le 2e tour, on a beaucoup plus de gens qui nous disent qu'ils voteraient pour un candidat écologiste ou pour un candidat PS que pour un candidat LFI. Le nouveau Front Populaire n'est pas uniforme dans l'esprit des Français au-delà de la gauche. Donc reste à savoir quand même au 2e tour quelle proportion il reste de socialistes, d'écologistes et d'insoumis parmi les investis encore en lice. Maintenant se posera aussi la question, et c'est ce que Yann Brossat parlait de Front Républicain, maintenant il faudra voir l'ampleur du Front Républicain quand la menace est réelle, parce que pour l'instant on a eu des menaces mais qui étaient quand même assez distantes. On verra si le Front Républicain est capable de persister dans ce concept, parce que pour l'instant les reports de vote en faveur des listes de gauche de la majorité présidentielle sont très bas. Si on arrive à un duel Rassemblement National contre Nouveau Front Populaire, il y a uniquement 25% des électeurs d'ensemble au premier tour qui disent qu'ils iront soutenir le Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire que les 3/4 ne le feront pas, les réserves de voix sont très limitées, favorisent le RN, et c'est vrai qu'on parle de Front Républicain et ça va être une des problématiques. Je vous donne une statistique intéressante. 7% des seconds tours du RN avaient été gagnés en 2017. Le RN a gagné 43% de ses seconds tours
en 2022. Donc le plafond de verre de deuxième tour n'existe pas vraiment. On réfléchit sur des triangulaires, sur des désistements, mais la notabilisation du Front National, sa normalisation dans l'opinion, on fait sauter le plafond de verre du second tour. Donc c'est tout ce sujet qui va être important dans la semaine qui va s'écouler, c'est la question de l'acceptabilité sociale d'une victoire du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est savoir si c'est acceptable socialement pour la moitié des Français. Aujourd'hui, on a 3 sur 10 qui nous disent ce serait une bonne chose que le RN accède au pouvoir, 4 sur 10 qui nous disent ce serait une mauvaise chose, et 3 sur 10 qui sont suspendus, c'est ceux-là qui vont devoir bouger cette semaine, qui nous disent c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est le jeu de l'alternance démocratique, le Front républicain, ça va être le challenge de l'installer aussi dans l'opinion, alors qu'il est plutôt détérioré aujourd'hui. On va revenir sur le Rassemblement national dans quelques instants, mais avant cela, la gauche, le nouveau Front populaire, je rappelle Valérie Gasse, c'est LFI, c'est le PS, c'est Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. Votre analyse sur le récit. Non, mais pour revenir sur ce que disait M. Lesfranc, déjà, on avait en début de soirée, ensemble, le parti présidentiel, enfin la coalition présidentielle, qui était à 22. Là, ils sont déjà plus qu'à 20,7 chez notre partenaire Ipsos. Donc, malgré tout, il y a quand même un bel écart avec le nouveau Front populaire. C'est pour relativiser l'échec, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis, ce qui va aussi se jouer dans cette consigne de vote ou pas consigne de vote, il est vrai que si dans le camp d'Emmanuel Macron, on ne va vraisemblablement pas appeler à se désister et à voter systématiquement pour les candidats du nouveau Front populaire, surtout quand ils sont à LFI, c'est parce que, comme vous le disiez, eh bien, les électeurs ne sont pas prêts à le faire. Donc il y a une question de réalisme politique. Mais ce qui va se jouer, c'est ensuite, si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, il va y avoir des coalitions qui vont devoir se former. Qui va envoyer un Premier ministre à Matignon? Et là, c'est là qu'on va voir, suivant ces consignes de vote et la capacité de l'ex-majorité à trouver des partenaires dans le nouveau Front populaire, à pouvoir faire des coalitions de gouvernement, ce qui n'est pas très habituel en France, mais ça va aussi laisser des traces. Ce qui va se jouer là, les consignes de vote qui vont être données ou pas données, et les rancœurs qui vont en découler. On entendait Yann Brossa qui disait les électeurs de gauche, ils ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, alors que certains n'avaient plus très envie de voter pour lui, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Maintenant, cette nouvelle assemblée qui va être totalement inédite, s'il n'y a pas de majorité absolue, si le RN n'est pas en capacité d'envoyer Jordan Bardella, comme il s'y prépare, à Matignon, eh bien, ce qui va se passer dans cet entre-deux tours va laisser des traces. Vous écoutez Radio France Internationale, édition spéciale consacrée à ce premier tour des législatives. Édition spéciale, élections législatives françaises. Philippe Le Caplin. Avec les toutes dernières estimations d'Ipsos concernant le vote d'aujourd'hui. Rassemblement national et ses alliés, 33,5% des voix. Le nouveau Front populaire, c'est-à-dire la gauche, 28,1% des voix. Et les Républicains d'hiver droite recueilleraient 10%. J'oubliais Ensemble, qui est bien le parti, la coalition présidentielle, on va dire, 20,7% des voix. Donc un RN à 33,5%. Pierrick Bonneau, vous êtes au pavillon Wagram, qui se trouve juste à côté de l'Arc de Triomphe, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Racontez-nous ce qui se passe là-bas depuis maintenant 1h15. Alors là, plus grand-chose, Philippe. Le pavillon Wagram se vide progressivement ici dans le 8e arrondissement de Paris, une grosse demi-heure après l'allocution de Jordan Bardella. Pour le Rassemblement national, la soirée s'est limitée finalement à 2 prises de parole. Ce soir, rien de plus. Pas d'effusion de joie, pas de fête avec les militants, mais un message aux électeurs. Il faut rester mobilisé. Il y a d'abord eu vers 20h10 la première prise de parole de Marine Le Pen, candidate à sa réélection et victorieuse dès le premier tour. Pas à Paris la prise de parole, mais à Hénin-Beaumont, sa circonscription du Pas-de-Calais. Une Marine Le Pen qui a remercié les électeurs qui ont donné leur voix au RN et tenté de rassurer les Français. En cas de majorité absolue, nous formerons la coalition du respect et de la liberté des droits des Français. Allocution très courte de Marine Le Pen, 4 minutes, pas une de plus. Et puis la deuxième allocution de la soirée côté RN, c'était ici au pavillon Wagram à Paris, celle de Jordan Bardella, pas beaucoup plus longue, à 5 minutes. On sent vraiment que le parti veut maîtriser sa communication, limiter, marteler les mêmes message ce soir, car le patron du RN a eu quasiment les mêmes mots que son aîné derrière un pupitre sur lequel il est écrit « L'alternance commence », comme quoi quelque chose commence ici pour le RN. Des mots pour rassurer les électeurs. « J'entends être le Premier ministre de tous les Français. Je serai toujours garant de vos libertés et de vos droits », a incité le patron du RN, qui a bien conscience que dans beaucoup de circonscriptions, ses adversaires vont jouer la carte du Front républicain pour empêcher l'arrivée du parti d'extrême droite au pouvoir. Et puis Jordan Bardella s'attaque à la France insoumise, qui va se retrouver au deuxième
deuxième tour face au RN dans beaucoup de circonscriptions. Les Insoumis accusés d'être un danger pour la République. 7 jours nous séparent d'un jour historique, conclut Jordan Bardella, avant de repartir dans sa voiture. Pas d'expression particulière sur le visage du patron du RN ce soir, qui a l'air concentré. Ses collaborateurs, eux, en revanche, ont le sourire ce soir. Le Rassemblement national qui a vu Éric Ciotti dès le lendemain de l'élection européenne lui apporter ses voix, son soutien, alors en partie, puisqu'il y a une division, une scission au sein de LR, le président de LR se présente à Nice et il vient de dire ceci. L'heure est grave ce soir, car la France, la démocratie et nos institutions pourraient être demain en péril si l'extrême gauche venait à accaparer le pouvoir dans une alliance contre nature. Plus que jamais, c'est au peuple de France et en son sein, à tous ceux qui partagent des convictions de droite, de prendre leurs responsabilités. Ce soir, il n'est plus possible de refuser de faire un choix entre notre union responsable, patriote et républicaine et ce terrifiant danger d'extrême gauche. Éric Ciotti, LR, a coquiné maintenant au Rassemblement national. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Est-ce que l'avance confortable du RN ce soir, 33,5%, est liée aussi à ce renfort de la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti? Oui, en partie, et d'ailleurs ça couvre depuis très longtemps cette affaire. Au fond, Éric Ciotti a procédé à une clarification. Cette clarification, elle était en suspens, mais en l'écoutant ce soir, j'ai l'impression de rajeunir énormément parce que je me crois revenu entre 1980 et 1983. C'est-à-dire, dès l'époque où, rappelez-vous, il y a une élection municipale partielle dans la ville de Dreux qui oppose une maire socialiste sortante, Françoise Gaspard, qui passe pour incarner l'aile la plus avancée du PS. Et un notable local qui appartient à la droite post-gaulliste, Jean Yot. Et entre les deux tours, il y a cette alliance entre donc le candidat de droite et le Front National de l'époque représenté par Jean-Pierre Stirbois, et les électeurs n'y voient pas grand-chose à redire, puisqu'ils disent, c'est un scrutin local, mais c'est quand même une période où on entend déjà à l'intérieur du RPR de l'époque un certain nombre de voix qui disent, mais finalement, face à une gauche qui, à l'époque, rappelons-le, comprend des ministres communistes, et il faut faire front commun. Il y a dans les paroles d'Éric Ciotti quelque chose qui est à la limite plus radical, beaucoup plus radical en fait, que ce que Marine Le Pen a dit tout à l'heure. Je l'ai trouvé, moi, beaucoup plus rassurante que l'espèce d'apocalypse que nous promet Éric Ciotti, parce qu'il est franchement pas question de toute manière que l'extrême gauche accapare le pouvoir. On en est tout de même très loin. Et il s'agit d'un péril terrifiant, nous dit-il. Donc on voit bien la dramatisation des enjeux. Bon, on est passé très clairement à une autre page de l'histoire des droites, qui n'est plus une page gaulliste. Ça, je pense que c'est absolument évident. Puisque vous parlez d'histoire, à l'automne dernier, Marine Le Pen a annoncé que si elle accédait à l'Élysée en 2027, Jordan Bardella deviendrait son Premier ministre. Ce pourrait être donc plus tôt. L'histoire s'accélère soudainement pour l'extrême droite. C'est bien cela auquel on assiste. Oui, mais attendez, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça, parce que si Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2027, il y aura, un mois après, des élections législatives. Et les Français auront le choix entre conforter leur choix de la présidentielle ou, au contraire, se dire que finalement... Pas obligatoirement, en fait, si elle dissout. Oui, mais c'est quand même une des hypothèses. Oui. C'est quand même une des hypothèses. On a d'abord une élection présidentielle qui n'est pas jouée d'avance. Moi, ce qui me sidère dans tout cela, c'est qu'on fait comme s'il y avait une sorte de scénario mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prédictabilité, en fait, de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Or, il serait bien plus fécond de s'interroger sur, par exemple, la géographie du vote, sur les déterminants du vote, de manière à pouvoir élaborer, que l'on soit nouveau Front populaire ou majorité présidentielle, peu importe, voire LR, des réponses qui soient de vraies réponses et non pas des incantations. Parce que quand on regarde cette carte du vote tout de même, qui n'est pas définitive, on voit le RN percer où, être élu où, dans cette sorte de diagonale du vide, où aujourd'hui, d'abord,
le revenu est inférieur à la moyenne nationale, où les services publics ont déserté le terrain, voire n'existent plus, où l'enclavement territorial est supérieur aux autres régions. Donc il y a des raisons sociologiques à cette lente ascension qui va de pair avec la dédiabolisation. Mais la dédiabolisation ou la normalisation est aussi le fait que pour des électeurs qui habitent la Nièvre ou les Ardennes ou la Creuse, département où le RN apparemment réalise une belle percée, la peur, c'est quoi? La peur liée à l'arrivée du RN, c'est plus rien, parce qu'ils ont essayé à la fois la gauche et la droite, et leur sort ne s'en est pas trouvé amélioré. Donc ils se disent qu'après tout, si demain ils élisent un député Rassemblement National et qu'ils n'en sont pas satisfaits, eh bien la démocratie fera son œuvre et qu'ils choisiront autre chose. Jordan Bardella est le patron du RN je vous demanderai tout à l'heure la spécificité de ce vote, peut-être en faveur de lui, de sa personnalité. On y reviendra tout à l'heure, mais nous sommes en ligne avec Bruno Belin, qui est sénateur Les Républicains de la Vienne. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Alors juste pour qu'on arrive à vous situer, est-ce que vous êtes plutôt sur la tendance Ciotti ou la tendance des historiques des Républicains? Alors je vais prendre votre expression, je suis canal historique. Moi je suis un ancien du RPR, un chiracien, donc un humaniste. Très bien. Et je ne me suis pas du tout reconnu dans la démarche du député de Nice. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre parti ne donne pas de consigne de vote pour le deuxième tour, ce qui veut dire que certains de vos électeurs pourraient être tentés ou encouragés, à défaut, à voter Rassemblement National? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a eu un premier tour où il y a d'un côté un vote d'humeur qui a été très entendu, c'est ce qui explique les 34% du Rassemblement National, parce que c'est un vote de protestation, parce qu'il y a un vote de désespérance dans une partie de la ruralité. Le second tour, c'est une autre histoire, qui va se faire 577 élections différentes, où la personnalité du candidat va jouer, où évidemment les intérêts locaux rentrent en ligne de compte, et donc... je crois que les messages de parti qu'on a pu connaître à la fin du XXe siècle ne vont pas forcément se reconnaître dans l'expression du 7 juillet. Ça va être du cas par cas. Et on le voit bien dans le département où je suis élu, dans le département de la Vienne. La majorité départementale se retrouve derrière la majorité présidentielle pour dire non au Rassemblement National. Aurélien Pradier a quitté le parti LR cette semaine. La présidence du parti fait l'objet d'un tiraillement. Est-ce que vous devez passer à autre chose? Est-ce que vous devez recomposer la droite classique, la droite républicaine? Beaucoup de mal à notre famille historique. Il y a quelque temps, ça a été les duels juridiques, Copé-Fillon, toutes ces histoires-là, et même certaines dans les affrontements de primaire ou à l'élection de la présidence avec les hommes. Voilà. Je crois qu'il faut effectivement trouver un autre état d'esprit si on veut continuer à servir la France comme les gaullistes l'ont toujours fait. Les Républicains, donc dans ce deuxième tour, vous dites ce sera du cas par cas. Cela dit, il y a quand même cette consigne de vote qui n'en est pas une. Là, on ne parle pas de cas par cas. Pourquoi cette espèce de flou artistique, si je puis dire? Moi, j'assume complètement. La discussion, elle doit être au cas par cas, en fonction des enjeux de territoire, des personnalités, parce que on ne peut pas traiter pareil, effectivement, dans les candidats Front populaire où ils ne s'entendront pas demain pour gouverner ensemble. Et il y a des sociodémocrates et il y a des LFistes qui sont évidemment dans une autre démarche. C'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas. En tout cas, c'est la position. Moi qui suis plus membre des Républicains depuis 2017 parce que trop touché par les affaires, trop affecté par les affaires, pardon. En tout cas, c'est une famille, la famille gaulliste, qui a toujours eu comme esprit le rassemblement. Et le rassemblement, c'est pas mettre les gens sur la touche. Une rapide question d'Adrigas. Oui, monsieur Belin, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être après toute l'affaire avec Éric Ciotti? On vous donne aux alentours de 10% ce soir. Comme vous le dites vous-même, cette affaire est pitoyable, parce que quand on est à vouloir faire des projets ou à s'abonner à un balcon devant un bureau vide pour dire c'est moi le chef, c'est pas ça. Affirmer être l'esprit d'une famille politique, c'est être sur le terrain, écouter les messages, défendre les candidats, défendre nos valeurs, qui sont les valeurs de la 5e République,
celle où voilà, on est à la fois une France qui est respectée, une France qui est écoutée, et surtout on écoute le territoire, le terrain et le ressenti d'une population qui est parfois en souffrance, parfois en désespérance. Merci pour ces déclarations, Bruno Belin, sénateur LR, les Républicains de la Vienne. Merci d'avoir été en direct ce soir sur Radio France Internationale. Édition spéciale, élections législatives françaises. Philippe Le Caplin. Elle continue dans un instant, mais avant cela, un tour d'actualité, un tour d'horizon de l'actualité africaine, Nemo Ampis. La direction de la Mauritanie, toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Sur place, la commission électorale nationale indépendante a quasiment terminé le dépouillement et la compilation de près de la totalité des suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est tenu hier. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Nouakchott, Léalisa Vesterov. Léalisa, le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Razouani, est en tête, mais son principal opposant a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Oui, ces résultats officiels mais provisoires qui sont publiés sur le site internet de la Commission électorale nationale donnent le président sortant en tête avec une avance qui n'est plus rattrapable par ses adversaires politiques. Mais le principal opposant, le militant des droits de l'homme Biram Dahabeid, deuxième selon ces résultats, accuse la commission électorale d'être instrumentalisée par le pouvoir et d'avoir commis des fraudes, notamment du bourrage d'urnes dans quelques 700 bureaux de vote où les représentants de son parti auraient été chassés selon lui. Biram Dahabeid rejette donc ces résultats et dit procéder à son propre comptage. Il promet de le rendre public dans les prochaines 24 heures. D'ici là, il appelle ses militants à descendre dans la rue de façon pacifique pour contester ces résultats. Depuis qu'il a fait ces déclarations, le siège du parti de Biram Dahabeid est encerclé par la police. 2 voitures barrent l'accès à la route qui passe devant son QG. Le reste de la capitale est calme pour l'heure, dans l'attente que la CENI prononce les résultats définitifs provisoires. Elle a jusqu'à demain soir pour le faire. Merci Léalisa Vesterov, envoyée spéciale de RFI à Nouakchott. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 poursuivent leur avancée. Après les prises de Kanyabayonga et de Kaina, ils se sont emparés de la localité de Kirumba hier soir. Soutenus par le Rwanda, les rebelles ont annoncé lors d'une réunion à Kirumba qu'ils allaient désormais se diriger un peu plus au nord vers Butembo avant de prendre la direction de Beni. Au Burkina Faso, toujours pas de nouvelles du journaliste Adama Bayala depuis vendredi après-midi selon ses proches. Parti de son bureau pour une course, il n'en est jamais revenu. Adama Bayala ne répond plus à ses téléphones. Connu pour son franc-parler, il participait régulièrement aux débats sur les médias privés où il n'hésitait pas à critiquer les actions du gouvernement de transition. Et puis cette déclaration ce dimanche au Kenya du président William Ruto: je n'ai aucun sang sur mes mains, a-t-il répondu lors d'une interview télévisée qui a duré près de 2 heures ce dimanche, un entretien qui faisait suite à une semaine mouvementée dans le pays, marquée par des manifestations antigouvernementales. Selon l'ONG Human Rights Watch, ce sont au moins 30 personnes qui ont été tuées. C'est regrettable au sein d'une démocratie. Cela ne devrait pas faire partie de notre conversation, a souligné le chef de l'État William Ruto, qui a appelé à un dialogue avec la jeunesse contestataire, jeunesse qui a ce week-end sur les réseaux sociaux largement rejeté cette initiative. Voilà 32 à Paris. L'actualité africaine, Nemo. Pour ce qui est de la France, quelques personnalités concernant ce premier tour des élections législatives. Juliette Pietraszewski. Oui, du côté de la majorité dans le Calvados, Elisabeth Borne arrive deuxième derrière le Rassemblement national selon des résultats quasi définitifs. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce être en tête dans sa circonscription, talonné par le Rassemblement national. À gauche, Olivier Faure du Parti socialiste est réélu au premier tour en Seine-et-Marne. Fabien Roussel du PASTEF a été éliminé dès le premier tour par le candidat du RN dans la 20e circonscription du Nord. Il se dit battu, mais pas abattu. Et François Hollande est en tête au premier tour en Corrèze avec 37,7%. Du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen a été réélue dès le premier tour dans sa circonscription. Le député RN du Nord, Sébastien Chenu, annonce sa réélection dès le premier tour. Toujours au Rassemblement national, le porte-parole du parti, Julien Audoul, est également élu dès le premier tour dans l'urne. Et puis, il y a eu diverses déclarations,
notamment la suivante. La victoire est en vue pour porter Jordan Bardella à Matignon. C'est ce qu'a déclaré Éric Ciotti ce soir. Avant même le second tour, Jordan Bardella, président du RN, a assuré quant à lui qu'il serait un Premier ministre de cohabitation respectueux de la fonction du chef de l'État, mais intransigeant sur la politique à mener. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Deux questions concernant Jordan Bardella. Et donc, nous avons Jordan Bardella qui apporte un nouvel électorat au socle lepéniste. Des jeunes, des cadres, des urbains, des retraités, toutes les catégories historiquement hostiles au RN qui offrent peu à peu leur confiance au parti. Comment vous expliquez ce retournement ? Par la complémentarité de génération que Jordan Bardella offre avec Marine Le Pen. La différence est notable. Marine Le Pen est née en 1968, qui, par les standards français de la vie politique, ne fait pas d'elle quelqu'un d'excessivement âgé. Mais Jordan Bardella n'a que 28 ans. Donc il a si bien et si vite assimilé les codes de la communication politique que sur ces réseaux sociaux, notamment sur ceux qui s'adressent à la plus jeune génération, regardez par exemple son compte TikTok. Il est particulièrement intéressant parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est un homme politique qui tient ce compte ou si c'est une personne qui envoie des messages sur sa vie quotidienne de manière à ce que celui qui regarde ce compte puisse s'identifier à lui. Justement. Et s'y reconnaissent, j'allais dire dans sa normalité. Il y a un vote d'adhésion forcément aux idées du RN. Est-ce qu'il y a aussi un vote d'adhésion à la personne de Jordan Bardella, dans l'idée qu'il est une incarnation populaire? Il a 28 ans, il n'a pas le bac, il est issu d'une immigration italienne, de parents de classe moyenne. Sa personnalité, son image de beau garçon, lui vaut aussi parfois des selfies, des compliments dignes d'une fan de star. Et ça, c'est une dimension qui explique le vote du 9 juin. Du 9 juin, c'est ça, et du 30 juin ce soir? Oui, c'est une dimension qui explique effectivement ce vote, mais j'allais dire tout beau tout neuf. C'est-à-dire qu'il va falloir voir ensuite comment cette cote de popularité se maintient ou s'érode à l'épreuve du pouvoir, parce que ce n'est pas du tout la même chose d'être le président du Rassemblement national, avec d'ailleurs sur les affiches des candidats la photo de Marine Le Pen, moi, dans ma circonscription, par exemple, je n'avais pas la photo de la candidate du Rassemblement national. Dans ma circonscription non plus. Il y avait celle de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Nous avions donc le duo Jordan Bardella, Marine Le Pen. Alors, première question, est-ce que sa cote de popularité va se maintenir si jamais apparaissent entre les deux, ce qui n'est pas certain, quelques discordances. Petit 2, s'il passe du poste de président d'un parti politique d'opposition à celui de Premier ministre, là les choses changent totalement, parce qu'il n'est pas uniquement celui qui proteste et celui qui dénonce, il est celui qui prend des décisions et qui, passez-moi l'expression encore, se coltine une cohabitation qui va être tout sauf pacifique. Donc il va falloir l'évaluer, cette cote de popularité, à l'épreuve, si épreuve il y a, du pouvoir. Valérie Gasse. Oui, d'ailleurs, certains ont dit que dans la stratégie d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler un nouveau scrutin, il y avait peut-être l'idée d'essayer Jordan Bardella à Matignon pour décrédibiliser le Rassemblement national avant l'élection de 2027, parce que le pari qui est fait, c'est qu'il ne tiendrait pas la route dans ce nouveau rôle. Après, on verra si ça arrive et si c'est le cas, mais en effet, c'est des choses qui circulent comme pouvant avoir effleuré l'esprit du président de la République. Ça, je pense effectivement, c'est ainsi que ça s'est passé dans la tête du président de la République. Il dit le contraire, mais je reste sur mon intuition. Ceci étant, c'est quand même un pari particulièrement risqué, parce que entre ce qu'Emmanuel Macron et ceux qui sont autour de lui pensent être la réussite, et la manière dont les électeurs, notamment ceux du Rassemblement national, jugeront la réussite de Jordan Bardella, Premier ministre, il y a un abîme. Oui, rien ne dit en effet qu'à l'exercice du pouvoir pendant ne serait-ce qu'un an, parce qu'il faudrait un an pour que le président puisse redissoudre, les Français qui ont voté sur lui seraient mécontents. C'est un pari en effet dont on n'est pas sûr. Déjà le fait d'être au premier plan, le fait d'être au premier plan après le succès du RN aux élections européennes de 2024, nous en code de rejet, il est resté stable en code d'adhésion, mais il y a de moins en moins de gens qui sont indifférents dès lors qu'on évoque Jordan Bardella dans les sondages, et en code de
rejet, il a progressé de 6 points. C'est-à-dire qu'il y a 46% des Français qui le rejettent aujourd'hui. Ils étaient 40% il y a un mois. Les Français vont être aussi plus attentifs à la personne de Jordan Bardella. Et on n'est pas sur la page blanche que vous évoquiez. Donc de plus en plus, cette page va se nourrir et il est susceptible d'être confronté à de la critique. Avant d'aller voir les réactions à l'étranger, toujours sur le Rassemblement national, Erwan Lestrohan, la progression du vote RN chez les fonctionnaires, y compris dans l'éducation, et puis les policiers et militaires qui votent pour moitié pour le Rassemblement national. Jordan Bardella a dit d'ailleurs qu'il y aurait peut-être l'instauration d'une présomption en faveur des policiers. C'est des choses qui peuvent modifier justement ou amplifier le vote traditionnel RN, enfin FN. Oui, on est dans l'élargissement du socle électoral du RN, mais même dans la pénétration du RN dans la fonction publique, alors que les salariés du privé étaient le gros du corps électoral du RN jusqu'il y a peu, les salariés du privé défavorisés. Aujourd'hui, ça s'est élargi à la fonction publique, c'est le point important. Et le RN a fait beaucoup aussi pour toucher les policiers et les militaires, pour incarner le policier, le parti de l'autorité qui va répondre à leurs besoins, qui va les doter des armes qu'ils souhaitent. Donc il y a tout et qui va faire évoluer les techniques de maintien de l'ordre pour rentrer dans les attentes de ces catégories de fonctionnaires. Donc c'est assez logique, mais c'est une logique de cercle concentrique. Finalement, le RN a progressé non seulement au-delà de ses cibles traditionnelles, mais sur ses électorats de référence également. Et en partie de l'ordre, c'est assez logique que ça se ressente au niveau des militaires et des policiers. Vous écoutez Radio France Internationale, il est maintenant 19h passé de 40 minutes en temps universel. Le premier tour des élections législatives françaises. Et à l'étranger, ces élections sont scrutées de près, notamment à Kiev, qui redoute que le soutien français à l'Ukraine face à la Russie ne s'effrite si l'extrême droite accédait au pouvoir. Le RN, accusé d'être proche du régime de Vladimir Poutine. Nous croyons que les Français continueront à soutenir l'Ukraine, quelle que soit la situation politique, a néanmoins estimé le président ukrainien. Rendons-nous à Kiev où se trouve Stéphane Siohan pour RFI. Est-ce que les résultats sont déjà commentés chez vous ? Alors non, pas encore. Les médias de Kiev ne parlent pas ce soir des résultats de l'élection française. Et pour cause, ce qui préoccupe les Ukrainiens aujourd'hui, ce sont une nouvelle fois les frappes russes sur tout le territoire et sur Kiev notamment, où des débris de missiles se sont abattus sur des immeubles ce soir. La capitale ukrainienne qui est d'ailleurs plongée dans l'obscurité avec des coupures d'électricité massives dans la ville. Cependant, je peux vous dire que la situation politique française est suivie de très près à Bankova, le siège de la présidence ukrainienne, où cette semaine, Volodymyr Zelensky a en effet souhaité glisser des messages à l'opinion française, notamment par le biais de commentaires adressés à l'agence France Presse. Le président ukrainien s'est dit convaincu, vous l'avez rappelé, que le gouvernement français issu des élections continuera de soutenir l'Ukraine, quelle que soit la nouvelle donne politique, à la fois sur le champ de bataille et sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne. Ce faisant, Volodymyr Zelensky adopte une attitude très prudente, c'est un peu la même qu'il l'exprime lorsqu'on l'interroge sur la perspective d'une élection de Donald Trump à la Maison-Blanche cette année, comme si les Occidentaux ne pouvaient pas abandonner son pays. Je vais reformuler la question plus largement. Quels pourraient être les enjeux pour le gouvernement ukrainien au soir de dimanche prochain, à la fin de ce deuxième tour, et la possibilité que le RN accède au pouvoir ? En fait, les enjeux sont majeurs, car Emmanuel Macron, depuis quelques mois, a affirmé un leadership de plus en plus fort en Europe dans le soutien à l'Ukraine, avec notamment l'annonce de l'envoi d'avions de chasse Mirage 2000 en Ukraine et la possibilité entrouverte de déployer des personnels militaires de formation sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir engagé des discussions avec ses partenaires, leur demandant l'autorisation explicite de frapper des installations militaires sur le territoire russe, notamment des aérodromes d'où partent les avions qui bombardent l'Ukraine quasiment tous les jours. Et la perspective d'un gouvernement RN en France pourrait totalement changer la donne, car Jordan Bardella a bien entendu affirmé qu'il y avait des lignes rouges, et ces lignes rouges c'était notamment le déploiement de personnel militaire français en Ukraine et également les frappes avec du matériel occidental sur le territoire russe. Donc si jamais il y avait un nouveau gouvernement, forcément cela serait scruté de très 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 près à Kiev,
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une autre question, c'est le personnel politique qui pourrait arriver au gouvernement français. Il faut rappeler qu'une quinzaine de candidats sur les listes RN pour les élections sont visés par des sanctions de la part de l'Ukraine pour s'être rendus en Crimée, en Fédération de Russie ou bien dans le Donbass lors d'élections. On parle notamment de personnalités comme Thierry Mariani ou Pierre Gentillet. Si ces personnes devaient prendre un rôle un petit peu plus important dans un gouvernement RN, ça pourrait poser des problèmes diplomatiques extrêmement sérieux entre l'Ukraine et la France. Voilà pour ce qui se passe à Kiev et de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la guerre, si je puis dire. Moscou, Anissa El Jabri, correspondante permanente de RFI en Russie. Est-ce qu'on commente les annonces, enfin les estimations, les résultats de ce soir et cette arrivée en tête du Rassemblement national dont on a toujours dit que par le passé il y avait un alignement sur la politique de Vladimir Poutine? Du tout, il n'y a aucun commentaire. Ce soir, les figures politiques russes et les médias sont extrêmement discrets. Même les chaînes Telegram des nationalistes ou des correspondants militaires ne disent pas un mot. Dans les médias officiels, on se contente la plupart du temps de donner les résultats. Il faut dire que la campagne des législatives ici a été globalement peu exposée, peu traitée. Une seule déclaration a en fait été vraiment reprise. C'est celle de Marine Le Pen il y a quelques jours dans le Télégramme de Brest quand elle a vu cette formule, vous vous souvenez, chef des armées pour le président. C'était un titre honorifique. Beaucoup de médias russes avaient alors titré « Si Jordan Bardella devient Premier ministre, alors Emmanuel Macron ne pourra pas envoyer de troupes, puisque c'est la formule qui est utilisée ici, de troupes en Ukraine. » Alors c'est vrai que c'est d'abord la guerre en Ukraine qui intéresse ici, et c'est d'abord Marine Le Pen qui est très connue et on le sait, très appréciée du Kremlin. Alors les tout premiers portraits de Jordan Bardella, eux, sont sortis à peine ces derniers jours, encore il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, sans surprise en Russie, ce sont des portraits qui sont très flatteurs. On l'évoque comme, je cite, un jeune homme talentueux. Un média va même jusqu'à le décrire comme un homme aussi séduisant que le Ken de Barbie. Et la très légitimiste Komsomolskaya Pravda parle de lui comme, je cite, un prodige politique français. Anissa El Jabri à Moscou. Pascal Thibault, lui, est à Berlin. Quel couple franco-allemand pour accompagner l'Ukraine? La question se pose à Berlin au soir de ce scrutin législatif. Pascal Thibault, alors que le chancelier Olaf Scholz s'est dit préoccupé ces derniers jours par la situation politique en France. Oui, effectivement, c'était dans une interview télévisée il y a une semaine exactement. Olaf Scholz, interrogé, avait répondu qu'il espérait que d'autres forces que celles du Rassemblement national l'emporteraient. L'ensemble ou la majeure partie de la classe politique allemande, même si elle est plutôt sur la réserve publiquement, est bien sûr très inquiète, non seulement pour la France, mais aussi pour les relations franco-allemandes qui seraient sans doute beaucoup plus turbulentes s'il y avait une victoire du Rassemblement national. Ça serait beaucoup plus compliqué de faire avancer des propositions ensemble, également pour l'Europe. Et effectivement, le dossier ukrainien est aussi un dossier à risque, ce qu'on a souligné ici également dans les milieux politiques, mais aussi dans les commentaires pour une élection qui a été très suivie en amont avec énormément de reportages et d'analyses en Allemagne. Jusqu'à présent, ce soir, il y a très peu de réactions, à part les urgents et les informations factuelles relayées par les médias. Le quotidien Bild Zeitung parle d'un tremblement de terre politique en France, le choc Le Pen pour Macron. Le quotidien Süddeutsche Zeitung parle d'une césure historique pour la France. Seule réaction politique, celle du président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, l'ancien ministre des Affaires européennes social-démocrate Michael Rose, qui écrit plus exactement « Cela ressemble à une nouvelle gifle pour Macron, pour l'Europe et pour l'amitié franco-allemande. La victoire ou non du Rassemblement national dans une semaine dépend pour Michel Rode de l'esprit de responsabilité des populistes de gauche de Mélenchon, dont il attaque clairement LFI. Quelle tristesse, termine Michel Rode dans son tweet ce soir. Pascal Thibault à Berlin. Poursuivons notre tour du monde des grandes capitales. Rome en Italie, Anne Lenir. L'Italie ayant déjà franchi le pas et placé l'extrême droite au pouvoir, avec Giorgia Meloni comme chef du gouvernement. Il y a donc un regard, une attention particulière, voire une complicité avec ce qui se passe aujourd'hui, avec un Front National qui arrive en tête?
Oui, tout à fait. Vous savez, ici en Italie, les débats télévisés font émerger des sentiments d'inquiétude face à l'éventualité d'une victoire du Rassemblement national au second tour des législatives. Victoire qui pourrait modifier le destin de l'Europe. D'après l'ancien président du Conseil, Enrico Letta, invité de la chaîne privée La 7, les jeux sont encore ouverts. Mais si le RN sort victorieux le 7 juillet, le gouvernement Meloni durcira sa position contre les choix pour les postes clés de l'Union européenne. Concernant les réactions des dirigeants politiques, actuellement seul le chef de la Ligue, Matteo Salvini, grand ami de Marine Le Pen, s'est exprimé. Il s'est félicité du succès du Rassemblement national en tweetant « Tous mes compliments à Marine Le Pen, honte à Macron qui sollicite un large rassemblement contre le RN et se comporte comme von der Leyen en cherchant à s'opposer au changement. » Voilà pour ce qui se dit en Italie avec Anne Lenir. Traversons la Méditerranée, rendons-nous à Tunis, en Tunisie, Lilia Blaise. Sachant que le RN promet une politique restrictive en matière d'immigration, or l'Afrique sud-saharienne et le Maghreb sont les régions d'où partent de très nombreux migrants. Les dernières déclarations sur la binationalité qui ont retenu l'attention, propos tenus par le Rassemblement national, deviennent ce soir une inquiétude ? Alors oui, on peut déjà le voir à l'issue de l'annonce des résultats sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires de déception, d'ironie face à la progression du Rassemblement national. Déjà parce que de nombreux Tunisiens ont de la famille en France, binationaux ou avec une carte de séjour. Donc les déclarations du RN sur la binationalité et la politique envers les étrangers inquiètent beaucoup. Selon l'ambassade de France en Tunisie, ce sont près d'1 million de Tunisiens qui se trouvent sur le territoire français. Ensuite, le discours sur la question migratoire de l'extrême droite ne présage rien de bon pour la politique des visas vers la France. Depuis plusieurs années, la demande a augmenté et beaucoup de Tunisiens se plaignent de politiques souvent discriminatoires dans l'octroi des visas ou de délais d'attente très longs pour une prise de rendez-vous. Les conditions d'entrée en France ont déjà été durcies pour les ressortissants maghrébins depuis 2023. Et puis beaucoup de Tunisiens sont aussi curieux de savoir comment la nouvelle majorité parlementaire française va compiler avec les problématiques politiques tunisiennes. Jusqu'à maintenant, la France s'est montrée réservée face aux critiques d'ONG et d'opposants politiques sur la dérive autoritaire du gouvernement de Kais Saied. Les liens diplomatiques entre les deux pays sont d'autant plus importants que sur le plan économique, les échanges commerciaux entre la France et la Tunisie ont atteint les 9 milliards d'euros et 1500 entreprises françaises sont basées dans le pays. Valérie Gasse, une victoire du RN aux législatives dimanche prochain pourrait bouleverser la diplomatie française ? En tout cas, on a noté que Marine Le Pen, en disant que chef des armées, ce serait un titre honorifique pour Emmanuel Macron, allait donner le signe qu'ils allaient aller chercher sur ce terrain-là. Donc, forcément, c'est pas le premier domaine sur lequel Emmanuel Macron, dont on dit que c'est le domaine réservé pour le chef de l'État, la diplomatie, aura à batailler ferme avec un éventuel Premier ministre issu du Rassemblement national. Mais il est clair qu'au Rassemblement national, il y a la volonté d'exploiter tous les articles de la Constitution et il va y avoir une bataille sur qui décide de quoi. Il est clair que le Premier ministre pourrait être un élément bloquant sur la décision d'envoyer des troupes armées en Ukraine notamment. De là à dire que le président perdra toutes ses prérogatives s'il advenait qu'il y ait un Premier ministre Rassemblement national à Matignon, ça va être en tout cas une guerre des tranchées et une guerre pied à pied. Ce que ça a donné comme signe, cette déclaration de Marine Le Pen, c'est que s'ils y vont, ils n'ont pas l'intention de laisser beaucoup de marge de manœuvre à Emmanuel Macron et d'en faire un peu un président potiche. Maintenant, Emmanuel Macron aura exactement l'ambition inverse, c'est-à-dire de couper, de contrecarrer Jordan Bardella par tous les moyens. Ça s'annonce rugueux, en tout cas, si ça devait avoir lieu. Retournons sur le terrain et place de la République, où la gauche, le nouveau Front populaire, a donné rendez-vous à ses partisans. C'est là que vous êtes, Pierre-Olivier. Est-ce qu'il y a désormais, il va être 22h dans quelques minutes à Paris, est-ce qu'il y a du monde maintenant ?
Eh bien écoutez Philippe, oui, la place commence à se remplir, quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, pour l'instant dans une ambiance plutôt calme. Des slogans sont repris par ces sympathisants de gauche au pied de la statue de la République, comme par exemple « Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers ». Alors dans cette foule réunie qui arrive minute après minute, beaucoup de jeunes entre 20 et 35 ans de toutes origines qui veulent montrer un autre visage de la France et que tout le pays ce dimanche soir ne soutient pas le Rassemblement national. Alors devant nous, beaucoup de drapeaux palestiniens. Il y a également une banderole pour ne pas oublier Naël. Vous savez, ce jeune qui avait été tué par la police lors d'un refus d'obtempérer il y a un an. Et puis beaucoup également de bannières aux couleurs arc-en-ciel des LGBTQI+. 24 heures après la marche des fiertés qui s'était terminée ici même sur cette place de la République, eh bien beaucoup de militants sont revenus ce soir. Ils disent avoir très peur pour leurs droits si le RN arrive au pouvoir. Ça a pris des dizaines d'années pour obtenir nos droits et tout cela pourrait être détricoté en quelques mois seulement, me disait l'un d'eux. Une crainte aussi partagée par de nombreux binationaux dont certains sont venus de Seine-Saint-Denis et qui se disent prêts, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, à quitter la France à contre-cœur. Alors tout espoir n'est pas perdu, c'est pour ça que autant de personnes se rassemblent place de la République. Il reste le second tour la semaine prochaine et nombreux sont ceux qui comptent mobiliser autour de leur entourage sur les réseaux sociaux notamment pour faire barrage à l'extrême droite. Il pourra d'ailleurs certainement reprendre des éléments de langage des discours qui vont être prononcés d'ici une demi-heure à peu près ici sur une estrade qui a été dressée place de la République, puisque plusieurs cadres du nouveau Front Populaire doivent enchaîner les prises de parole ici ce soir. Et cette prise de parole de Ensemble par le biais d'un communiqué, donc la majorité présidentielle qui dit que dans les circonscriptions où les candidats d'Ensemble sont arrivés en 3e position, nous désisterons au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national, car toute la question est de savoir maintenant au deuxième tour. Mais qui partagent leurs valeurs. Ouais. Je pense que tout est là-dedans. En tout cas, c'est ce qui peut empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue dimanche prochain à Wannesrand au Doxa. Oui, c'est l'hypothèse la plus probable ce soir, c'est que le RN soit nettement majoritaire à l'Assemblée la semaine prochaine, soit une majorité absolue directement, soit à travers des ralliements au lendemain du second tour, qui n'est pas de 289 sièges la semaine prochaine. Il n'empêche qu'il reste près de 500 second tours. Donc il va y avoir des désistements, beaucoup de duels, et dans le cadre de ces duels, les clés de la semaine, ça va être de faire en sorte que les électeurs de la majorité présidentielle aillent soutenir la gauche. Pour l'instant, ils sont que 3 quarts à le faire dans un duel avec le RN, et que les électeurs de la gauche aillent soutenir la majorité présidentielle. Pour rappel, il y a seulement 50% des sympathisants de gauche qui avaient voté Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au deuxième tour d'élection en 2022. Donc ils y vont encore un peu à reculer. Aujourd'hui, le Front républicain est détaillé, c'est un comportement qu'il va falloir restaurer sur le Front républicain. Je vous propose qu'on écoute en direct de matinée. Président et assesseurs, les agents municipaux dans tous les bureaux de vote pour leur mobilisation. La démocratie, c'est tôt et nous leur devons tant. Je veux aussi remercier plus particulièrement nos candidats, ceux d'Ensemble pour la République, dont plus de 300 sont qualifiés pour le second tour. Je remercie tous les Français qui nous ont fait confiance dès ce premier tour. Nos candidats portent en eux la flamme et l'énergie de ceux qui se battent, peu importe les vents contraires, peu importe les circonstances, dans un objectif, un seul, faire gagner nos valeurs et faire gagner la France, motivés par un attachement viscéral à la République, une détermination absolue à conjurer les inégalités de destin et un engagement total pour faire avancer notre pays. Nous avons la conviction sincère que nous portons un combat juste, un combat fort, un combat nécessaire et indispensable. Mais ce soir n'est pas un soir comme les autres. En réalité, je n'irai pas par 4 chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien.
Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Mon histoire personnelle, tout autant que mon parcours politique, nous conduisent aujourd'hui à me dresser de toutes mes forces contre le projet funeste de l'extrême droite. Elle réduirait nos valeurs à néant, affaiblirait considérablement notre pays et ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur pour nos concitoyens qui souffrent. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Je veux avoir une pensée pour ces candidats qui seront amenés à se désister, parce qu'ils ont mené une rude bataille avec leurs équipes. C'est un choix important. Mais depuis toutes ces années, nous œuvrons sans relâche pour avancer. Et nous veillons surtout à protéger l'essentiel, la République et nos valeurs. Il nous faut continuer à le faire et cela commence dès demain, avec les centaines de candidats Ensemble pour la République qui seront en campagne pour protéger au mieux les Français. Aujourd'hui, vous vous êtes exprimés. Aujourd'hui, vous avez voté. Aujourd'hui, vous avez fait vivre notre démocratie qui est notre bien le plus cher. Cette semaine, nous allons continuer à nous battre, tous ensemble, unir nos forces, résister, avancer. Voter ensemble pour la République et voter pour les candidats qui défendent la République. Je vous remercie. Gabriel Attal, qui s'exprimait depuis la cour de l'hôtel de Matignon, Valérie Gasse, pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose des désistements, déjà de voter pour les candidats, bien sûr, Ensemble pour la République, qui sont qualifiés pour le 2e tour, et en position d'affronter le RN en duel. Dans les triangulaires, il évoque un désistement, mais pour les candidats qui défendent la République. Alors, il va falloir savoir comment ça s'interprète en vrai, sur le terrain et concrètement. Alors, déjà, je donne juste un exemple. Dans la Somme, la candidate Ensemble vient d'annoncer se désister dans la circonscription de François Ruffin, qui est le candidat de la gauche. François Ruffin, c'est encore le LFI qui a la meilleure presse, on peut dire, du côté d'Ensemble pour la République. François Ruffin, il s'est désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il va falloir voir, c'est quand dans certaines circonscriptions où des candidats LFI identifiés comme étant vraiment incompatibles avec le camp présidentiel vont pouvoir être en capacité de se maintenir. Je trouve qu'il y a une manière
manière un peu floue du Premier ministre de dire pas une voix au RN. En fait, il cible vraiment l'adversaire. C'est naturellement le Rassemblement national, et ça, c'est aussi ce qu'ont fait les dirigeants du nouveau Front populaire. C'est eux qui sont en capacité d'avoir la majorité absolue. Maintenant, sur la manière de se désister, en effet, pas une voix au RN. Il n'a pas parlé de LFI. J'attends de voir comment ça va se concrétiser. Erwan Lestrohan, vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce que vient de dire le Premier ministre. Oui, et ce que vient de dire Valérie Gasse aussi. C'est une posture en rupture avec la campagne récente que vient de prendre Gabriel Attal, et c'est restaurer un comportement de front républicain chez les électeurs, alors même que c'est un comportement qu'il va falloir réinstaller dans le logiciel des électeurs Renaissance, alors qu'il a profondément disparu, qu'il reste que 7 jours, que la campagne n'a pas été faite sur ce mode-là. Et puis il y a aussi, au-delà des choix des dirigeants, les souhaits des sympathisants face au risque d'évaporation parlementaire pour la majorité présidentielle. On a posé la question cette semaine aux sympathisants Renaissance, on leur demandait si votre candidat arrive 3e, est-ce que vous souhaitez qu'il se maintienne ou qu'il se désiste? 71% souhaitent qu'il se maintienne. Donc il va falloir exprimer aux sympathisants de Renaissance, après avoir quand même beaucoup tapé sur le nouveau Front populaire, qui doivent aller le soutenir face au RN, parce que finalement c'est un extrême moins extrême que l'autre. Donc ça demande un peu une schizophrénie aux électeurs. Il faut voir s'ils seront capables de faire ce saut. Les élus, les battus. Voyons cela avec vous, Juliette Petrafleski, puisqu'on sait que là, à l'instant même, Marine Le Pen annonce qu'il y a plusieurs dizaines de députés qui ont été élus dès le premier tour. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme point sur ces gens qui ont finalement bouclé ce premier tour en tête? Alors dans le Pas-de-Calais, justement, Marine Le Pen elle-même a annoncé être réélue dès le premier tour. Elle réclame une majorité absolue. Toujours à l'extrême droite, le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, est également élu dès le premier tour dans l'Yonne. Le député RN du Nord, Sébastien Chenu, annonce également sa réélection dès ce soir. À gauche, à noter également Olivier Faure du Parti Socialiste est réélu dès ce soir en Seine-et-Marne, selon des résultats partiels. Ça, c'est pour les élus dès le premier tour. Et en parallèle, du côté de la majorité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce être en tête dans sa circonscription, talonné par le Rassemblement national. Dans le Calvados, Elisabeth Borne de Ensemble est deuxième derrière le RN. Du côté du nouveau Front populaire, François Ruffin annonce être arrivé deuxième derrière le RN dans la Somme. François Hollande est en tête dès le premier tour en Corrèze avec 37,7%. Et puis à noter, Fabien Roussel du PCF a été éliminé dès le premier tour par le candidat du RN dans la 20e circonscription du Nord. Et tout cela est la conséquence donc du vote des Français aujourd'hui. Je vous livre les estimations corrigées d'Ipsos Talent, qui est le partenaire de RFI. Cela donne pour le Rassemblement national 33,2%. En deuxième place, le nouveau Front populaire avec 28,1%. Ensemble, la majorité présidentielle, en tout cas la coalition présidentielle, il va falloir dire cela maintenant, c'est 21%. Et les Républicains arrive 4e avec 10% des voix. Ensuite, on a le centre, UDI 1,8, Divers gauche 1,7, extrême gauche 1,2, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour 0,7, la droite souverainiste 0,2%. Donc avant même le second tour, on évoque déjà une cohabitation qui est visiblement ce qui se profile. Toute la question, c'est de savoir s'il y aura majorité absolue ou majorité relative. En tout état de cause, vu que Ensemble arrive en 3e position, cela veut dire que Gabriel Attal, qu'on vient d'entendre, Erwan Lestrohan, ne sera plus Premier ministre lundi prochain. Oui, alors très vraisemblablement. Pour autant, dans les scénarios qui se dessinent derrière, si le RN n'avait pas la majorité absolue, voire même pas suffisamment relative pour composer avec quelques ralliements de dernière minute, il va falloir se remettre à des personnalités qui soient attractives pour les Français. Et parmi celles-ci, dans le paysage politique national, il y en a deux finalement qui sont populaires transversalement auprès des Français. C'est Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui sont soutenus par 4 Français sur 10, qui ont une popularité proche de 50% chez les sympathisants PS, au-delà des 50% chez les sympathisants LR, et alors avec un bloc central qui les suit. Mais ça fait partie des personnages qui vont probablement composer la future gouvernance de la France, dans le cas d'une chambre ingouvernable, parce qu'il va bien falloir trouver des personnalités d'union nationale, et elles ne sont pas légion.
Oui, on le voit bien d'ailleurs. Gabriel Attal, dans sa brève allocution, a commencé à parler de construire une majorité de projets et d'idées. Donc on voit qu'il se projette déjà sur la semaine prochaine avec l'espoir d'éviter que le Rassemblement national n'ait cette fameuse majorité absolue et de voir Jordan Bardella filer direct à Matignon. Et donc cette déclaration ce soir qui est quand même très, très douce par rapport à la conflictualité, à la radicalisation des thèmes de campagne sur les deux extrêmes et notamment l'extrême gauche. On a bien compris que c'était RFI qui était ciblé dans ce nouveau Front populaire qui regroupe tous les partis de gauche. Et donc voilà, il y a une certaine modération et un appel qui désigne bien évidemment l'objectif prioritaire, l'adversaire prioritaire, le Rassemblement national, pour ménager peut-être les modérés du nouveau Front populaire en vue de construire, si c'était possible, quelque chose. Sous la bannière de qui? Avec quel Premier ministre? Alors ça, c'est les résultats de la semaine prochaine et les rapports de force vraiment parti par parti plus que par grand ensemble de l'émission électorale qui le détermineront. On verra ça. En effet, Gabriel Attal a peu de chance d'être Premier ministre la semaine prochaine, mais sait-on jamais, une remontée, si ça pouvait... Quelle serait la personne qui pourra coaliser, n'effrayer personne et construire une majorité? Qu'évoquait Erwan Salon il y a quelques instants, ça circule, vous qui êtes en prise directe avec... retour d'Édouard Philippe à Matignon, sachant que Emmanuel Macron sera toujours le président de la République, jusqu'à ce qu'il choisisse de ne plus l'être. Ça paraît quand même pas l'option la plus probable. La manière dont ils ont divorcé, dont Édouard Philippe a quitté Matignon, a laissé quand même des traces. Édouard Philippe est en train d'essayer de s'émanciper. S'il était dans un rapport de force où vraiment il y a beaucoup de députés Horizon, on en reparlera dimanche soir prochain. Je pense que ça sera quand même difficile. Bon, en tout cas, on sera fidèle au poste, bien évidemment. Voilà ce que nous pouvions déjà partager avec vous au terme de ce premier tour des élections législatives. Merci pour vos commentaires avisés, Erwan Estouran, de Doxa. Merci à Sylvie Noël, à la rédaction en chef, Olivier Roux et Valentin Vaner à la réalisation de cette édition spéciale de plus de 2h30 d'ailleurs, puisqu'on avait prévu de s'arrêter. Et puis finalement, le Premier ministre a parlé. Tous les envoyés spéciaux des services France et politiques sur le terrain. Demain matin, d'autres invités, d'autres analyses, d'autres commentaires. À surveiller également la réaction des marchés, car la Bourse de Paris a terminé vendredi sur sa pire performance mensuelle depuis 2 ans. Les prochains jours seront passionnants à suivre. Écoutez-les sur RFI. Sur Radio France Internationale, c'est Musique du Monde et on retrouve Laurent Salouard. Merci pour votre attention et votre fidélité et à bientôt. Bonne soirée. Demain sur RFI, Vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet. Avec la metteuse en scène espagnole Angélica Lidl qui dérange la cour d'honneur en invitant Démons et fantômes pour les funérailles du cinéaste Ingmar Bergman et Entrée des artistes, la nouvelle création d'Ahmed Badani qui réunit jeunes filles et garçons autour d'une question: pourquoi voulez-vous faire du théâtre? Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h du CU. RFI. Musique du monde. Laurent Salouard. Musique du monde sur RFI. Bienvenue dans les musiques du monde, avec deux invités, Kylian Dion pour la session live, ce sera dans une vingtaine de minutes, et Julen Achari. Julen, grâce à qui on va aller au-delà, alors non pas pour entonner la symphonie des éclairs, ou mettre un pied dans la tente, ça arrivera toujours assez tôt, mais au-delà en basque se dit Haratago. C'est la langue basque, elle se parle dans le sud-ouest de la France, le long de la frontière avec l'Espagne et en Espagne. Haratago est un quatuor emmené par le chanteur et musicien Julen Achari, notre invité. Le groupe sort l'album Bachaïdé, du nom des chants que les bergers entonnent, seuls en général, en gardant leur troupeau. Il se trouve que Julen a voyagé, donc ne soyez pas étonnés d'entendre un peu de doudou arménien, des leviers à roue ou du banjo. Reste le chant, la voix humaine, face aux montagnes et à lui-même. Bonsoir.